Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. C'est une actualité marquée par l'élimination du dirigeant du Hamas, Ismaël Haniyeh, tué dans une frappe ciblée alors qu'il se trouvait à Téhéran. Et peu avant, c'était un important responsable du Hezbollah, Fouad Choukr, qui était visé et tué apparemment à Beyrouth. Bonjour Yves Mamou. Bonjour. Journaliste, essayiste, spécialiste de la géopolitique moyen-orientale. Évidemment, Mosaïque n'a pas vocation à suivre comme ça au jour le jour tous les développements de l'actualité. On va parler avec vous dans un instant de la perspective de l'élection présidentielle américaine et ses conséquences pour Israël. Vous avez fait un article très approfondi sur la question et très intéressant. La campagne a pris un tour nouveau par ailleurs avec le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris pour la candidature démocrate et vous nous direz ce que vous en pensez notamment. Mais un mot quand même de ce front nord qui nous occupe aujourd'hui. Les Iraniens promettent une riposte à l'assassinat de Haniyeh. De son côté, l'élimination de Fouad Choukr à Beyrouth a été présentée aussi comme une riposte à cette attaque du Hezbollah sur un visage druze du nord d'Israël qui avait tué 12 enfants. Alors on estime généralement, on dit souvent que les deux parties essayent d'éviter de franchir ces fameuses lignes rouges qui conduiraient à un conflit total, global, mais on a quand même le sentiment, au fil des jours, que de riposte en représailles, on s'achemine un peu inéluctablement vers cette escalade qui pourrait bien conduire précisément à cette guerre totale. Comment appréciez-vous, Yves Mamou, la situation aujourd'hui? Alors pour ce qui concerne du Front Nord, je pense que ce serait bien de recadrer un peu historiquement l'affaire parce que au lendemain du 7 octobre, le Hezbollah a commencé à canonner le nord d'Israël très vigoureusement et d'ailleurs ça n'a jamais cessé. Et Joe Biden à ce moment-là, le président des États-Unis, est intervenu extrêmement vigoureusement pour lancer un avertissement non directement adressé au Hezbollah et à l'Iran, mais qui était de dire il leur a dit don't do that, ne profitez pas de la situation pour attaquer Israël. Et c'était un avertissement qui s'adressait au Hezbollah et à l'Iran. Et il a déplacé 2 porte-avions en Méditerranée, ce qui était un geste très significatif, qui consistait à dire si vous franchissez cette ligne rouge que je trace là maintenant sous vos yeux, vous aurez affaire à nous, les Américains, directement. Donc, les Iraniens et le Hezbollah n'ont pas attaqué massivement Israël comme on aurait pu penser qu'ils le feraient après l'attaque du 7 octobre. Mais ils ont entamé une guerre, disons, de basse intensité. Et une guerre de basse intensité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attaqué Tel Aviv, ils n'ont pas attaqué Haïfa, ils ont attaqué les villages sur une zone de 15 ou 20 km², mais qui a quand même obligé Israël à déserter la région pour éviter les agressions, pour éviter les kidnappings, les prises d'otages, etc. Et donc cette guerre de basse intensité dure depuis 9 mois. Évidemment, Israël riposte. Et à chaque fois, dans ce cadre très réglé par les Américains qui est on tolère ça mais pas plus, etc., la crainte, c'est évidemment le franchissement d'une ligne rouge, c'est-à-dire il y en a eu 2 lignes rouges. Et à chaque fois, alors 2 lignes rouges ont été franchies successivement. La première, ça a été quand Israël a attaqué l'ambassade, pas l'ambassade, mais le consulat iranien à Damas et a tué un cadre très important des gardiens de la révolution. Et à ce moment-là, les Iraniens sont rentrés dans une fureur noire et ils ont 10 jours plus tard, ils ont balancé 300 et quelques missiles et drones explosifs sur Israël. Alors, c'était un acte de guerre direct pour la première fois entre l'Iran et Israël. Ça a été managé très bien par les Américains, qui savaient visiblement ce qui allait se passer, qui sans doute peut-être l'avaient négocié avec les Iraniens, de ce côté, on va sauver l'honneur et donc ces 300 missiles ont été à 98% interceptés avant qu'ils n'atterrissent sur le sol israélien. Et puis, il y a eu cette deuxième ligne rouge, c'est meurtre d'enfants par le Hezbollah dans la zone druze du Golan. Et là aussi, c'était une ligne rouge parce que on ne tue pas des enfants, surtout sciemment, comme cela semble avoir été le cas. Et donc, les Américains ont négocié avec Israël une espèce de riposte. Jusqu'à présent, c'était très important par rapport au Front Nord, c'est que Israël n'a jamais attaqué Beyrouth, par exemple. Et je pense que les Américains le leur interdisaient. Et alors que c'est peut-être sans doute ce qu'il aurait fallu faire pour dissuader le Hezbollah, parce que, rappelons-nous, en 2006, Hassan Nasrallah, après la guerre,
avait donné une interview extrêmement contrite à une chaîne libanaise en disant, eh bien, si j'avais su que après l'assassinat des 2 soldats israéliens que j'ai ordonné, si j'avais su que y aurait eu 6 semaines de guerre, eh bien, je n'aurais sans doute pas donné cet ordre. Donc, il a regretté publiquement d'avoir entraîné l'ensemble de la nation libanaise, parce qu'au Liban, il n'y a pas que des chiites du Hezbollah, il y a des druzes, il y a des chrétiens, il y a des sunnites, qui représentent quand même, grosso modo, tous ensemble 60% de la population. Et donc, le Hezbollah est inséré dans cet ensemble-là. Et la crainte de cet ensemble-là est qu'Israël, justement, ne commence à attaquer le Hezbollah en attaquant aussi les centrales électriques, en attaquant les réserves d'eau, en attaquant, bref, tout ce qui permet à un pays de fonctionner. Et donc, c'est ça le vrai moyen de pression sur le Hezbollah, à mon avis, il était là. Mais je pense que les Américains ont empêché Israël d'exercer cette pression-là. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Ça, on va en discuter tout à l'heure sur quelle est la diplomatie, quelle diplomatie mènent les démocrates au Proche-Orient. Mais surtout, ils ont les moyens d'imposer un peu leur stratégie à Israël pour 2 raisons. D'abord parce que ce sont les Américains qui protègent Israël au Conseil de sécurité de l'ONU et donc ils peuvent bloquer les résolutions. Ils le font parfois, enfin ils le font souvent et parfois ils ne le font pas. Et surtout, c'est le principal fournisseur d'armes et de munitions d'Israël. Donc ce sont 2 moyens de pression extrêmement puissants qui font que les États-Unis guident et cadrent un peu cette guerre. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'assassinat ciblé de Fouad Chouker à Beyrouth a été parfaitement coordonné avec les États-Unis, surtout que celui-là, les États-Unis avaient mis une prime de 5 millions de dollars sur sa tête. Mais en revanche, je ne suis pas sûr que l'assassinat d'Ismaël Haniyeh ait été programmé de concert avec les Américains. Et c'est ça l'élément de surprise de ce dispositif. Alors, je repose tout de même ma question, Yves Mamou. On voit bien qu'il y a ce contrôle qui est essentiellement lié à l'attitude américaine, de contrôle de la situation, mais ça peut déraper, comme on peut peut-être le voir aujourd'hui, et de créer une escalade, un engrenage, si je puis dire, qui débouche sur ce conflit. Donc la question que je vous pose, c'est simplement de savoir dans quelle mesure il y a vraiment un risque d'un embrasement total ou pas, selon vous, dans la région, même si c'est difficile de répondre évidemment à cette question aujourd'hui. Oui, c'est difficile de répondre, mais je pense que si l'exécution d'Ismaël Haniyeh n'a pas été programmée avec les États-Unis, et je ne pense pas qu'elle le soit parce que ça contredirait toute la gestion de la diplomatie américaine au Moyen-Orient, qui est de temporiser et d'apaiser l'Iran au maximum. Ce geste donc hostile qui se produit sur le territoire iranien n'a pas été programmé. Et donc c'est une ligne rouge qui est susceptible d'engendrer un embrasement généralisé. Évidemment, on peut pas faire de prédiction à ce sujet, mais on est à une situation de seuil là, très exactement. Et cette situation de seuil, elle est très simple, c'est que soit les États-Unis laissent tomber Israël et leur disent débrouillez-vous avec l'Iran, soit ils se rangent à ses côtés. Et ce rangement des États-Unis aux côtés d'Israël vient en contradiction avec toute la diplomatie menée depuis presque 20 ans par Obama-Biden sur ce sujet des États-Unis. Voilà, on voit bien effectivement en quoi nous sommes dans ce moment tout à fait stratégique. Alors, avant de venir plus précisément à ce dont vous parliez sur les États-Unis, quand même un mot de Gaza. Est-ce que ce regain de tension éloigne un peu plus la perspective d'un cessez-le-feu à Gaza et quelles sont finalement les conditions d'un épilogue pour ce front-là, de ce côté-là? La situation à Gaza, elle est ce qu'elle est aussi depuis le début, c'est-à-dire que Gaza aujourd'hui n'est pas occupée par l'armée israélienne et ce, en accord, je pense, il y a la satisfaction des États-Unis, c'est-à-dire que l'armée israélienne n'occupe pas 100% du territoire de Gaza. Mais l'armée israélienne gère Gaza comme elle gère la Judée-Samarie, c'est-à-dire avec des raids, des incursions, des attaques simultanées, on détruit des tunnels, on détruit des dépôts d'armes, et puis on reflue sur la périphérie, et ainsi de suite, comme ça, tous les jours, on lance des attaques. Ça ne règle pas le problème des otages, ça ne règle pas le fait que le Hamas reste maître globalement du terrain, parce que le Hamas a un moyen très simple de rester maître du terrain et de garder le contrôle sur la population, c'est qu'au fond, toute l'aide alimentaire qui se déverse sur Gaza, elle finit tôt ou tard par arriver entre les mains du Hamas qui la redistribue. Et dans la logique moyen-orientale, le patron
c'est celui qui vous permet de survivre au jour le jour. Et donc, dans cette logique-là, c'est une logique qui existait en Europe jusqu'au quasiment au XVIIIe siècle. C'était le patron, c'était quelqu'un qui régnait sur un territoire, un notable, et qui faisait en sorte que les gens de sa zone de circonscription, si l'on peut dire, vivaient des travaux qu'il leur donnait à faire, et eux, en échange, lui apportaient une loyauté absolue. Oui, Ben, c'est la féodalité, finalement. Ça s'appelle la Pardon? féodalité. Ce qu'on appelle Oui, la c'est ça, une féodalité. forme de féodalité, et qui survit au Moyen-Orient dans des zones comme tenues par des groupes terroristes comme celui-là. Donc, tant que les États-Unis feront en sorte, et tant qu'Israël fera en sorte que la nourriture et les camions qui arrivent tous les jours à Gaza soient gérés finalement par le Hamas, la situation ne va pas changer fondamentalement sur le terrain. Mais en revanche, ça éternise le conflit. Alors on le voit, on le sent bien dans vos réponses, que tout dépend vraiment maintenant de l'attitude américaine. Dans un récent article publié sur le site Dreuxinfo, vous listiez les constantes de la diplomatie des démocrates depuis Barack Obama. Alors je vous cite simplement pour qu'on ait une idée générale. Un discours droit de l'hommiste qui cible les alliés traditionnels des États-Unis, une animosité à peine masquée envers Israël, une complaisance envers l'Iran qui va au-delà du raisonnable, et puis un torpillage aussi des accords d'Abraham. Alors ça fait beaucoup, effectivement, de signaux signaux peut-être faibles ou plus ou moins faibles, que vous notez. Ça conduit à s'interroger donc sur la nature de la position américaine aujourd'hui. Quels sont les éléments les plus marquants qui vous permettent d'arriver à ce constat global, disons, d'une très grande ambivalence, pour ne pas dire moins, des démocrates depuis la présidence Obama? Oui, ce que j'ai essayé de faire et essayer de comprendre, parce que moi personnellement, la diplomatie des démocrates, c'est la diplomatie des démocrates, hein, c'est pas celle des États-Unis, c'est la diplomatie des démocrates quand ils sont au pouvoir aux États-Unis, m'interpellait depuis très longtemps. Il y avait des choses qui me paraissaient invraisemblables, et donc j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Donc le discours droit de l'hommiste, il est inauguré par l'élection de Barack Obama, à la fin de la première décennie des années 2000, Barack Obama va, dans les 6 mois qui suivent son élection, il va au Caire et il va lancer un grand discours. Il s'adresse aux musulmans. Et ce grand discours qui s'adresse aux musulmans, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit au fond, les États-Unis et l'islam ont la même vision du monde. Il n'y a aucune raison que les États-Unis apparaissent comme un adversaire de l'islam. Et voilà. Et donc, il me met un discours un peu, moi, que j'avais pris à l'époque comme un discours de communication. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, il traite les musulmans comme il traite les journalistes à Washington, c'est-à-dire, on va faire un coup de com' et on va se les mettre dans la poche. Et je pensais simplement que c'était une erreur de communication parce que on ne peut pas s'adresser à l'immensité de la population musulmane de la planète, qui est quand même composée d'Asiatiques, de Pakistanais, d'Indonésiens, d'Arabes, d'Africains, de la même manière qu'on s'adresse à une clique de journalistes qui sont à vos pieds à Washington. Mais j'avais pris ça comme ça. Mais en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est un basculement, c'était le début d'un basculement de la diplomatie. C'est-à-dire que Barack Obama leur a dit, désormais, les États-Unis ne seront plus aussi solidaires de leurs alliés traditionnels qu'ils l'étaient auparavant. On va mener une diplomatie basée sur des valeurs, et ces valeurs ne sont pas incompatibles avec les valeurs de l'islam. Et ça s'est traduit immédiatement en Égypte par le fait que, vous savez, vers 2012, il y a eu des jeunes bobos égyptiens qui ont commencé à contester le pouvoir d'Hosni Moubarak, qui était le président égyptien à l'époque, et qui ont fait de la place Tahrir, qui est l'une des grandes places centrales du Caire, un lieu d'agitation et de manifestation. Et à ce moment-là, sans doute sur pression de Barack Obama et des États-Unis, l'armée égyptienne a lâché Hosni Moubarak. Donc, s'en suivit une période de troubles telle que des élections ont été organisées et les frères musulmans ont été élus. Or, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Hosni Moubarak, il n'avait qu'une fonction dans la diplomatie traditionnelle des États-Unis, c'était de faire barrage aux frères musulmans, qui tenaient la population, qui tenaient les écoles, qui tenaient les mosquées. Donc, c'était le pouvoir politique avec une armée laïque et donc tout d'un coup, on a une diplomatie américaine qui encourage les frères musulmans. Et c'est ça le vrai changement de nouveau. Quand Joe Biden arrive après la période Trump, Joe Biden est élu, qu'est-ce qu'il fait? Il se base sur cette même politique droit de l'hommiste et il dit, il s'en prend lui cette fois
au nom de ce même discours droit de l'hommiste, il s'en prend à l'Arabie Saoudite. Et il dit, je vais faire de l'Arabie Saoudite un État paria. C'est quand même grave de dire ça. Je ne leur vendrai plus un seul fusil, je ne leur vendrai plus une seule cartouche, et je vais faire de l'Arabie Saoudite un État paria. Pourquoi s'en prenait-il à l'Arabie Saoudite? Parce que les services secrets saoudiens avaient désossé dans une ambassade quelconque, je ne sais plus où, un journaliste qui s'appelait Jamal Khashoggi, qui était proche des frères musulmans. Donc, la diplomatie américaine s'affiche comme étant résolument proche des islamistes en général, des frères musulmans, et s'en prend. Le discours droit de l'hommiste n'a qu'une fonction à cet égard, c'est de s'en prendre à ses alliés traditionnels. Et évidemment, c'est ce qui n'a pas manqué d'être fait aussi avec Israël, c'est-à-dire que Joe Biden à l'occasion de l'épisode, pardon, à l'occasion de l'épisode de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, qui a été tuée sans doute accidentellement par on ne sait qui, parce qu'elle couvrait pour Al Jazeera une manifestation. Elle a été tuée, et donc tout de suite l'autorité palestinienne et Al Jazeera ont accusé Israël. Les Israéliens ont dit, donnez-nous la balle qui a tué cette femme et on va savoir à qui elle appartient. Évidemment, enfin bref, à la fin, la balle a été fournie, mais elle était dans un tel état que rien ne permettait de dire qu'elle avait été tirée par un fusil israélien. Mais néanmoins, les États-Unis ont dit que ce n'était pas acceptable, cette situation. Israël était forcément responsable de cet accident. Et donc, ils ont demandé au FBI d'ouvrir une enquête. C'est très grave de demander au FBI d'ouvrir une enquête sur l'armée israélienne, parce que ça veut dire que les États-Unis ne reconnaissent pas la justice israélienne comme étant capable d'agir de manière souveraine et de trancher de manière souveraine et de manière indépendante sur un sujet qui concerne à la fois la sécurité d'Israël et les intérêts américains. Donc c'est un acte quand même très hostile de demander au FBI c'est de dire qu'Israël est traité comme le quatrième ou cinquième pays du tiers-monde. Voilà, c'est pas un allié, c'est un vassal, quoi. On traite un vassal. Comment on explique aussi le troisième point, cette complaisance envers l'Iran, Yves Mamou? Alors, c'est très important. Je pense que cet éloignement, le discours droit de l'hommiste a servi aux Américains à prendre leur distance avec leurs alliés traditionnels, l'Égypte, Israël et l'Arabie Saoudite. Et donc, ce qui intéressait Barack Obama, tout de suite, dès 2012, il a entamé des discussions avec l'Iran. Et je pense que ce qui s'est passé, quelle est l'explication que moi j'ai trouvée, c'est que les États-Unis ont pensé que l'Iran, par sa puissance, par son rayonnement sur le monde musulman, pouvait être un partenaire et devait être un partenaire qui allait pouvoir apaiser les tensions au Moyen-Orient. Et donc, ils ont voulu créer une situation d'équilibre entre les anciens pays sunnites, qui étaient leurs alliés, c'est-à-dire principalement les États du Golfe, Israël, l'Égypte, et puis de l'autre côté, donc l'Iran. Et ils ont créé cette situation d'équilibre, de créer d'équilibre des forces qui me paraissait, moi, totalement insensé. Et donc, ils ont entrepris de donner la bombe atomique, en gros, aux Iraniens, dans un geste d'apaisement. Qu'est-ce qui peut faire inciter un pouvoir américain, un président américain à donner progressivement la bombe à un pouvoir qui lui est hostile? C'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. Je vais essayer de détailler cet accord sur le nucléaire, parce que c'est très important ce qui s'est passé. C'est que en quelques mots peut-être, pour qu'on arrive aussi à pouvoir parler de la suite. Je vous en prie, allez-y. Oui, je vais essayer d'être bref. Les Iraniens donc avaient entamé la construction d'une bombe clandestinement. Et cela s'est su, et donc les Américains ont entrepris de normaliser les choses pacifiquement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu taper sur la table et dire aux Iraniens, vous allez arrêter immédiatement et démanteler vos installations, sinon on vous fait la guerre. Mais ça n'a pas été la solution choisie par Barack Obama, et Barack Obama a donc entamé des négociations qui ont abouti à reconnaître un droit à l'enrichissement aux Iraniens, ce qui est totalement contraire au traité de non-prolifération nucléaire, c'est-à-dire que
quand on veut construire une industrie de l'énergie nucléaire civile, produire de l'électricité avec des centrales nucléaires, on n'a pas besoin d'enrichir de l'uranium. Quand on enrichit de l'uranium, c'est parce qu'on veut entamer un processus d'enrichissement qui permet d'arriver à des niveaux de pureté quasiment militaires. Donc néanmoins, on a reconnu ce droit aux Iraniens, et l'accord ne dit rien sur les missiles, ni sur l'aide au terrorisme, etc. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que l'accord sur le nucléaire qui a été signé avec les Iraniens n'était pas un accord officiel des États-Unis avec l'Iran. C'était un accord passé entre le gouvernement américain et le gouvernement iranien. C'est-à-dire que Barack Obama a fait l'impasse sur le Congrès. Et pourquoi il a fait l'impasse sur le Congrès? Parce que c'est à cet endroit du dispositif politique américain que Israël a ses plus grands amis. C'est-à-dire c'est là où les républicains, et même au sein du Parti démocrate, les députés qui sont favorables à Israël se seraient montrés hostiles à cet accord et donc s'y seraient opposés ou en tout cas l'auraient mis en pièces. Et donc c'est ça qu'Obama a voulu contourner, c'est cet obstacle-là. Deuxièmement, le point très important aussi, c'est que pour montrer le degré de manipulation, c'est que cet accord sur le nucléaire iranien a été bâti sur un mensonge qui est que l'arrivée de Hassan Rouhani à la présidence de la République islamique d'Iran a été présentée au grand public américain et aux médias comme l'arrivée au pouvoir de modérés, entre guillemets. Et que donc, comme il est des modérés arrivés au pouvoir en Iran, eh bien, il devenait possible de discuter bombe atomique avec eux. Et il est évident que, comme l'a reconnu Ben Rhodes, c'était l'homme qui écrivait les discours d'Obama. Il a donné un grand interview au New York Times où il a expliqué qu'il avait bâti une chambre d'écho. Une chambre d'écho, ça consiste à disséminer progressivement tous les jours dans les médias le même message sous des formes variées, qui consiste à dire ce sont des modérés, ce sont des modérés, ce sont des modérés. On voit d'ailleurs ce phénomène se construire aujourd'hui dans la campagne présidentielle américaine, c'est que autour du J.D. Vance, qui est le vice-président potentiel de Donald Trump, on voit les médias américains de gauche commencer à dire « Oh, ce J.D. Vance, il est bizarre. Oh, ce J.D. Vance, il a des comportements anormaux. Oh, » En gros, on commence à dresser l'image d'un individu au comportement totalement erratique. Et la chambre d'écho qui a été constituée autour de l'Iran à ce moment-là, quand Obama a signé l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, c'était ça. C'est des modérés, on peut y aller. Ils sont gentils, ils vont pas faire de mal avec la bombe atomique qu'on leur autorise d'avoir. Alors, Yves Mamou, je crois que je vais renvoyer à votre long article sur Dreux Info où il y avait vraiment le développement de toutes ces thématiques, y compris le dernier point. Peut-être qu'on peut dire un tout petit mot sur ce que vous appelez le torpillage des accords d'Abraham. En quoi ont-ils été torpillés, en quelques mots encore, avant qu'on passe à d'autres éléments? Les accords d'Abraham, ils ont été conçus par Donald Trump quand il a été élu président des États-Unis. Les accords d'Abraham, c'est une alliance des alliés traditionnels des États-Unis contre l'Iran. C'est ça la base des accords d'Abraham. On met ensemble Israël, l'Arabie Saoudite, s'ils sont d'accord, les États du Golfe, et bref, c'était le début d'un processus. Ce processus n'a été signé qu'avec Bahreïn et avec les Émirats arabes unis, mais c'était un processus, si Donald Trump avait été élu, qui aurait fini par englober l'Arabie Saoudite et donc bon nombre d'autres États musulmans. Et ça avait l'avantage, de faire effectivement une coalition militaire contre l'Iran qui était très intéressante et qui en tout cas sécurisait la présence d'Israël au Moyen-Orient. Et surtout, deuxièmement, ça faisait sauter le verrou palestinien, parce que jusqu'à présent, depuis 60 ans, les Palestiniens sont le verrou qui empêche toute normalisation entre Israël et le monde arabe, et le monde musulman. Et donc, ces accords d'Abraham étaient très astucieux. Ce qu'a fait Biden, c'est de réintroduire la cause palestinienne au sommet, c'est-à-dire en disant c'est un verrou, ça doit le rester, et il faut un État palestinien parce que sinon il peut pas y avoir de normalisation entre Israël et les États arabes. Et puis il a vaguement promis un accord militaire à l'Arabie Saoudite si elle consentait à reconnaître Israël, lequel était à son tour obligé de reconnaître un État palestinien. Bref, c'était un jeu de qui de toute façon ne va pas voir le jour, sauf si Kamala Harris est réélue. Voilà, on va en reparler. Une question quand même, Yves Mamou, sur les raisons pour lesquelles les démocrates ont glissé vers cette position
depuis Barack Obama, parce que quand vous en parlez, effectivement, tout d'un coup, tout s'éclaire et effectivement, on voit bien cette orientation qui est prise par les démocrates. D'où est-ce que ça vient, cette orientation qui n'est pas forcément l'intérêt de la nation américaine, fondamentalement? Voilà, c'est ça. C'est pas l'intérêt de la nation américaine et c'est extrêmement important de comprendre que aux États-Unis, mais c'est le même phénomène se produit en France aussi bien, c'est que les universités, les grandes écoles produisent des élites qui sont aujourd'hui totalement déconnectées des intérêts de la nation où ils vivent. Et c'est un phénomène qui avait été déjà dénoncé par certains sociologues aux États-Unis. Oh, le nom de son m'échappe. Il y avait un sociologue qui, en 1995, a écrit un livre qui s'appelait La révolte des élites ou la trahison de la démocratie. Et il notait déjà l'entre-soi qui existait au sein des élites américaines, qui vont dans les mêmes écoles, dans les mêmes grandes écoles, qui se cooptent, qui envoient leurs enfants, qui ont leur système de soins particulier et qui décident qu'ils peuvent vivre aussi bien à New York, à Bahreïn, qu'à Washington ou Paris. Et Emmanuel Macron, notre président, est le typique représentant de ce genre d'élite un peu hors sol. Et donc, les universités américaines produisent ce genre ils produisent ce genre d'élite woke, c'est-à-dire précisément. Et qu'est-ce que c'est que le wokisme? Les étudiants qui sortent depuis 40 ans de ces universités américaines sont des étudiants qui ont été formés au b.a.-ba de la pensée tiers-mondiste des années 70, c'est-à-dire le blanc exploite le noir, le nord exploite le sud, l'Occident colonise et exploite le tiers-monde, et le juif sioniste, dans cette perspective, est un colonisateur blanc parmi d'autres, c'est-à-dire un colonisateur et un raciste de la pire, de la pire espèce. Donc, les élites américaines qui sortent des grandes universités, Harvard, Yale, Princeton, ont aujourd'hui une vision d'Israël comme une vision de blancs racistes qui maltraitent les Palestiniens. Et comme les Palestiniens sont plus faibles que les Israéliens, ils sont considérés comme ayant raison. Et donc, comme ils sont considérés comme ayant raison, et ben forcément, les blancs méchants racistes sionistes ont tort. Et donc, doivent être contraints et doivent être enfermés dans des frontières de plus en plus restreintes. Voilà. Et donc, Voilà. on est dans cette logique-là. Voilà, si vous pouvez continuer à faire attention à la stabilité de votre caméra, Yves Mamou. Vous vous interrogez aussi dans cet article, cette phrase terrible, en fait, cette question. Israël a-t-il une chance de survie quand on considère que son ennemi officiel, l'islam, n'a jamais désarmé et que son principal allié, donc les États-Unis, penche avec sympathie vers ses ennemis? Alors, comment est-ce que vous pouvez répondre oui à cette question? Oui, Israël a une chance de survie. C'est pour ça que je peux pas répondre oui. Je peux juste signaler que en novembre prochain, le résultat des élections aux États-Unis sera absolument décisif. C'est-à-dire que si c'est Kamala Harris qui est élue, je pense, et Kamala Harris se situe vraiment, quasiment, elle est à la gauche de Bernie Sanders, qui est lui-même un gauchiste par rapport à Joe Biden. Donc, je pense que si Kamala Harris est élue, je pense que c'est une période très très grave qui va s'ouvrir pour Israël parce que ça va encourager évidemment l'ensemble, les ennemis musulmans d'Israël vont se sentir encouragés à attaquer, à tenter de détruire ce pays. Donc je pense que la question existentielle d'Israël dépend aujourd'hui directement de de l'élection américaine. Voilà. Et si c'est Donald Trump, d'autres perspectives s'ouvrent. Vous avez un pronostic à l'heure qu'il est? Comment vous voyez évoluer les... Non. Mais je suis très inquiet. On a l'impression que Kamala Harris arrive à retrouver une sorte de nouveau souffle de cette campagne démocrate. Oui, c'est ça. Mais quand vous pensez que, par exemple, elle était censée avoir comme coprésident, comme vice-président, un Américain qui est de confession juive, et que tout d'un coup, cette possibilité semble être remise en question à cause de la religion de son vice-président potentiel, on voit bien qu'il y a des enjeux là qui sont extrêmement vitaux pour l'État d'Israël et qui se jouent actuellement aux États-Unis. Voilà, merci beaucoup, c'était très clair. Encore un mot, parce qu'il faut terminer cet entretien. Vous dites dans cet article encore, je vous cite, la morale du 7 octobre, c'est qu'Israël est un État solitaire qui n'aura que des alliés ponctuels et surtout qui ne doit jamais être désarmé. S'il doit être solitaire, Yves Mamou, ça signifie sans doute qu'il doit être aussi davantage souverain, moins dépendant de l'extérieur, en particulier pour sa défense. Est-ce que c'est ça
à votre avis, la principale leçon à tirer du 7 octobre? Bien sûr, il est évident. Vous savez, Barack Obama avait été très malin. Il avait signé avec Benjamin Netanyahou un accord d'aide militaire de 38 milliards de dollars sur 10 ans, ce qui est une somme extravagante. Mais en même temps, il avait fait disparaître un point très important de cet accord militaire qui existait auparavant, c'est qu'auparavant, l'aide militaire américaine permettait aux Israéliens d'utiliser 25% des crédits que les Américains leur donnaient à des recherches personnelles qui correspondaient plus à des objectifs de défense propres aux Israéliens. C'est cet article-là qui a sauté dans le nouvel accord. Donc on a donné à profusion des armes aux Israéliens, mais en faisant en sorte que le guichet, ce soit uniquement les États-Unis. Et aujourd'hui, on voit le prix que paye Israël sur ce phénomène, c'est que il est extrêmement dépendant et que le guichet peut se fermer à chaque minute si les militaires israéliens préconisent des solutions qui ne correspondent pas aux objectifs diplomatiques des Américains. C'est ça le vrai danger. Est-ce que la société israélienne aujourd'hui a conscience de cela politiquement? Est-ce que c'est quelque chose qui est acquis maintenant pour tout le monde ou pas? Est-ce que c'est possible et dans dans quel délai d'augmenter cette capacité d'autonomie? Ben la vraie question, c'est pour le prochain Premier ministre, en tout cas, c'est effectivement de débloquer des budgets qui permettront de reconstituer. Parce que s'il y a une guerre avec le Hezbollah, ce sera une guerre évidemment extrêmement consommatrice de munitions de toutes sortes. Et si Israël est bridé dans son approvisionnement, et il ne peut pas faire la guerre, et donc il devra subir la loi de ses adversaires, c'est-à-dire risquer de disparaître. Donc c'est le challenge. Maintenant, on voit bien, pour répondre à un deuxième niveau, votre question, c'est que on voit bien que plus la guerre avec Gaza s'éternise, plus le risque avec le Liban s'éternise aussi, et plus les tensions au sein de la société israélienne sont importantes. On voit bien que pour une partie de la gauche israélienne, de la gauche et de l'extrême gauche israélienne, on a l'impression que pour eux, c'est Benjamin Netanyahou qui détient les otages et que s'ils réussissent à abattre Netanyahou, les otages seront libérés. Donc, je veux dire, c'est une vision. Je pense qu'elle est fausse. Et puis, on voit bien aussi que à droite, il y a une espèce de droite dure qui commence à en avoir assez d'être bridée et qui investit aujourd'hui les casernes, qui ne refuse d'être jugée quand elle maltraite les Palestiniens en prison. Elle se révolte contre l'état de droit, contre le cadre juridique qui fait qu'Israël est une démocratie. Donc il y a des phénomènes qui sont en cours, qui sont de formation dans cette société israélienne, qui sont aussi extrêmement dangereux. Voilà, et qui me paraissent très très inquiétants pour l'avenir. Donc effectivement, c'est une fracture au sein de la société israélienne qui quand même ressortent malgré le danger extérieur. C'est ça qui est aussi Oui, qui est on a assez rarement inquiétant. vu ça, mais c'est effectivement c'est ça qui est dingue, c'est que, si vous me permettez ce mot, c'est que la guerre qui aurait dû unifier ce pays accentue les divisions au contraire. Et Voilà. les divisions ont commencé à ressurgir très tôt à propos des otages et elles se poursuivent aujourd'hui avec d'autres pans entiers de la société. Peut-être que c'est une grande mutation qui est en cours aussi au niveau identitaire en Israël, qui n'a pas encore donné sa production. Pour l'instant, nous sommes dans la confusion, mais peut-être que cela débouchera sur quelque chose de profondément changé. Qu'est-ce que vous en dites sur le plan identitaire pour les Israéliens? J'ai pas de vision. Ma connaissance de la société israélienne n'est pas assez fine pour que je puisse répondre à votre question, mais je vous promets de m'y intéresser. Voilà, il y a beaucoup de gens qu'on a interrogés là-dessus aussi sur Mosaïque, avec ce fameux retour à cette identité hébraïque. Vous êtes donc à la fois un peu en Israël, un peu en France. Un dernier mot, les Juifs de France, comment voyez-vous leur avenir à eux? Mais les Juifs de France, ils sont coincés comme les Juifs américains entre des élites qui collaborent avec des autorités woke, c'est-à-dire les institutions juives françaises sont proches d'Emmanuel Macron et n'entendent pas se dissocier d'Emmanuel Macron. Or, Emmanuel Macron ne peut pas passer pour un ami de l'État d'Israël. Donc, je pense que les Juifs français l'ont compris depuis longtemps, qu'il y a une déconnexion. Le vrai problème, c'est est-ce que les Juifs américains ont compris que les démocrates ne pouvaient plus représenter leurs intérêts comme le Parti démocrate l'a fait pendant des années. Ça, c'est moins sûr. Voilà, maintenant, les Juifs de France doivent-ils émigrer en Israël? Je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi pour se faire une opinion. Ils ont commencé à y aller, quoi, très, très massivement.
Merci beaucoup, Yves Mamou, pour cet éclairage très intéressant sur effectivement ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et qui va être déterminant, on le voit, en plus de, évidemment, la situation militaire qui continue de se développer en ce moment. Merci infiniment pour ces éclaircissements et merci à tous pour votre attention. Merci à Mosaïque. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.